Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour pour ceux qui sont bonjour à tous, mais selon les fuseaux horaires. En ce lundi, nous allons parler des Amériques et du potentiel économique à l'horizon 2030. Avant de commencer, je me présente et je vais présenter nos différents intervenants experts ce jour. Donc, je suis Agère Bajar, je suis la directrice générale de la CCI France-Mexico, la Chambre de commerce franco-mexicaine de commerce et d'industrie basée à Mexico. La CCI fait partie du réseau CCI France International avec 120 chambres dans le monde qui offrent différentes gammes de services pour les entreprises dans leur projets d'implantation, de conseil, de développement euh, et d'animation localement. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Lana Ravel, qui est responsable de zone Amérique latine et Caraïbes de BPI France. Bonjour Lana. Florent Housset, président du comité Mexique des conseils du commerce extérieur de la France et de la commission Amérique latine et Caraïbes. Bonjour Florent, bienvenue. Guy Osset, responsable Conseil Amérique du Nord des États-Unis et Canada pour Altios. Bonjour Guy, et Jorge Prats, responsable Conseil Mexique et région LATAM pour Altios. Bonjour à tous et merci de nous accompagner sur ce webinaire. Alors rentrons un petit peu plus en détail sur la zone Amérique. Donc l'objectif maintenant, c'est de pouvoir échanger avec Jorge, Guy et puis Lana sur les perspectives de croissance et les opportunités de développement sur la région pour les entreprises françaises et internationales et spécifiquement quelles sont les opportunités sur les États-Unis, les opportunités sur le Mexique et sur la zone Amérique latine. Donc on va commencer avec toi, Jorge. Jorge, tu es en charge du Mexique et de l'Amérique latine pour Altios. Altios, qui est un acteur français qui accompagne déjà depuis plus de 30 ans les entreprises françaises à l'international et qui dispose de plus de 40 bureaux dans le monde. Alors, Jorge, avec toute cette actualité sur la région, ce protectionnisme qui est de plus en plus présent, quelle est ta vision, la vision d'Altios Mexique sur les opportunités d'affaires sur cette zone d'ici sur la période 2025-2030 et quels sont selon toi les secteurs prioritaires et d'opportunités pour les entreprises françaises sur cette zone. Je te laisse la parole, Jorge. Merci Hajer. Bonjour tout le monde depuis le Mexique. Je tiens tout d'abord à remercier la Chambre de commerce franco-mexicaine pour l'opportunité d'échanger aujourd'hui dans ce webinaire co-organisé avec Altios. Donc déjà, c'est un plaisir d'intervenir aux côtés d'intervenants de grande qualité. Bien que je sois le seul espagnol parmi vous, j'ai eu la chance quand même de vivre plusieurs années en France et ça reste un pays à laquelle je suis profondément attaché. Donc déjà, parlons de l'Amérique latine et du Mexique. Donc quelle est la définition déjà de l'Amérique latine? C'est un concept assez vaste et grand. Selon les Nations Unies, déjà, il faut dire que ça englobe tous les pays hispanophones et lusophones des Amériques, ainsi que ceux des Caraïbes. Donc c'est basiquement tous les pays à l'exception du Canada et des États-Unis. C'est une région assez vaste avec plus de 630 millions d'habitants et un taux d'urbanisation de 83%. Et le premier message que moi je voulais faire passer avec Altios Mexique, c'est justement on est sur une région qui est profondément intégrée au marché mondial en fait. Donc on est vraiment sur plus de 50 accords de libre-échange, deux grandes puissances économiques qui se démarquent. Donc déjà le Brésil, 11e économie mondiale, et le Mexique occupant la 13e. Dans cette volonté du gouvernement mexicain de booster l'économie du pays à travers d'investissements étrangers afin d'arriver au top 10 d'ici 2050. Donc, comme tu disais justement, Ager, on est dans un contexte mondial qui est marqué par la montée du protectionnisme et l'augmentation des barrières tarifaires, notamment avec l'arrivée de l'administration Trump aux États-Unis, qui est en train vraiment d'impacter et de bousculer toute la géopolitique mondiale.
Donc, comment les pays d'Amérique latine se maintiennent? Donc, c'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est que les gouvernements sur l'Amérique latine ont su se maintenir sur une approche assez pragmatique et proactive en fait en matière économique. Donc, la plupart des pays d'Amérique latine, même avec des dynamiques politiques droite et de gauche, du côté un peu plus populiste, on pourrait dire, c'est le pragmatisme qui a vraiment pris le pas sur le volontarisme idéologique en matière de politique économique. Donc, c'est essentiel vraiment de souligner que malgré les défis politiques et tous ces mouvements populistes, on peut dire que c'est une région qui demeure une région aux économies ouvertes et accueillante pour l'investissement étranger. Donc, c'est un point important à souligner, même dans cette montée de protectionnisme. Et en effet, je voulais souligner deux grandes initiatives de coopération économique renforcée en fait entre dans ce cas-là l'Europe et l'Amérique latine. Donc ces deux accords commerciaux majeurs qui en témoignent. D'un côté, c'est la modernisation de l'accord global entre le Mexique et l'Union européenne qui vient d'être signé en 2025, début 2025, à faute de ratification encore par les États membres de l'Union européenne. Mais c'est vrai que c'est une relation et un traité historique qui a été signé et en vigueur depuis les années 2000, mais on est vraiment dans l'idée de modernisation pour les échanges dans cette grande zone entre l'Union européenne et le Mexique. Et de l'autre côté, on a aussi l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc ça, c'est vraiment un traité historique qui a été conclu en 2025 aussi après 25 ans de négociations entre les États membres, la Commission européenne dans ce cas et le Mercosur. Et cet accord qui avait été signé en 2019 en attente de ratification, vise justement à créer la plus grande zone de libre-échange entre l'Union européenne et l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Donc c'est vraiment un pas important dans ce contexte de protectionnisme mondial parce que ça prévoit vraiment la réduction significative de droits de douane, ce qui va faciliter en fait l'accès des entreprises étrangères européennes au marché d'Amérique du Sud, donc notamment dans les secteurs industriels, agroalimentaires et technologiques. Et en parallèle, ça va imposer des normes strictes en fait dans tout ce qui est matière de durabilité et du respect à l'environnement. Donc c'est quand même un point clé pour garantir un commerce plus équilibré et responsable entre les entreprises européennes et dans ce cas la française avec l'Amérique du Sud. Et finalement pour la France en fait c'est une région aussi où il y a des conventions fiscales avec plusieurs pays de la région, notamment avec l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Mexique et la Colombie, ce qui apporte une sécurité juridique aux investisseurs et aux résidents en tout cas, permettant justement d'instaurer des règles fiscales, évitant la double imposition, comme vous le savez très bien, et en boostant ces échanges économiques de toute façon. Donc, premier message, c'est vraiment cette ouverture économique pour attirer des investissements étrangers. Et donc déjà, il y a plusieurs facteurs clés qui vont soutenir les perspectives de croissance dans cette région. Et avec ce point, je vais finir de mon côté. En fait, l'Amérique latine bénéficie d'un marché en expansion avec une classe moyenne en croissance, une augmentation du pouvoir d'achat et une transition numérique rapide. Donc ça, c'est un point important. Un autre avantage économique et compétitif réside vraiment sur une main-d'œuvre qualifiée. C'est une population jeune et dynamique. L'âge médian en Amérique latine est d'environ 31 ans, ce qui fait d'une région dotée d'un vivier de talent assez considérable dans différents secteurs, dont l'industrie manufacturière, notamment au Mexique, l'automobile, l'aérospatiale, les technologies de l'information et aussi les énergies renouvelables. Donc c'est un point important à prendre en considération. Et par ailleurs, le deuxième point sur l'Amérique latine à noter, c'est aussi l'énorme richesse naturelle qui est assez considérable, allant de ressources minières et énergétiques aux produits agricoles. Donc en fait, il y a un engagement croissant dans la région en faveur des énergies renouvelables, dont le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique, ce qui ouvre également la voie des investissements durables et stratégiques pour beaucoup d'entreprises françaises sur la région. Et finalement, le dernier point que je voulais noter aussi, c'est un phénomène du nearshoring. Donc le nearshoring, c'est justement c'est un mouvement qui renforce la résilience des chaînes d'approvisionnement, qui va offrir une alternative viable à la dépendance excessive de compagnies européennes en Asie,
Donc le Mexique en particulier va se positionner et se positionne déjà comme un hub industriel clé justement pour l'approvisionnement du marché nord-américain et européen, donc notamment dans le secteur manufacturier et électronique. Donc ça a permis de booster notamment pas mal d'investissements étrangers européens qui veulent s'insérer au Mexique, mais pas seulement au Mexique, vers les États-Unis, mais aussi la Colombie est en train de se positionner comme une plaque tournante en termes d'infrastructure, de logistique. Donc c'est des points à prendre en considération pour l'avenir. Donc clairement c'est une région qui représente un espace d'opportunités majeures pour les entreprises françaises, un accès privilégié aux marchés mondiaux, des coûts compétitifs et un engagement dans tout ce qui est la transition économique, ce qui va faire une destination attractive à l'horizon 2030. Donc tous ces aspects-là et ce rôle central dans la réconfiguration du paysage économique mondial, ça appartient vraiment aux acteurs économiques français et européens de saisir ces opportunités stratégiques, notamment dans quelques semaines du Forum des Amériques. Donc voilà de mon côté, Ager. Merci beaucoup. Merci Jorge. Donc effectivement un contexte, on va dire géopolitique compliqué, mais des marchés avec de belles opportunités pour les entreprises françaises et avec des acteurs qui sont, il faut savoir que en tout cas sur le Mexique, une belle team France qui est bien implantée et avec des acteurs publics et privés qui sont capables de bien accompagner les entreprises françaises dans leur développement au Mexique et en Amérique latine, et mais également sur les États-Unis et le Canada. Alors, en parlant d'acteurs privés et publics, passons à BPI. Lana, donc, tu représentes BPI France, donc la banque publique d'investissement qui accompagne les entreprises dans les différentes étapes de leur développement, autant au niveau national qu'international. Et toi, tu es en charge de la zone Amérique latine et Caraïbes. Qu'est-ce que tu pourrais que pourrais-tu nous dire ou partager à aux entreprises qui nous accompagnent aujourd'hui? Quels sont les instruments financiers que propose BPI aux entreprises intéressées par cette région, et quels sont un petit peu des success stories que tu pourrais nous partager sur la région? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Ager, et bonjour à tous. Donc je me présente, Lana Ravel. Moi, je suis responsable régionale Amérique latine et Caraïbes pour BPI France, et donc basée à Mexico, avec une couverture sur toute l'Amérique latine. Je travaille aux côtés de mon collègue Monsieur Arthur Gouin, que je pense peut-être certains d'entre vous dans les participants connaissent. Mais donc nous, le rôle du bureau, on est vraiment là pour à la fois faire un travail de coverage sur tous les clients exportateurs, donc toutes les entreprises françaises qui souhaitent donc prospecter, s'implanter ou exporter vers l'Amérique latine. On est là aussi pour faire un travail d'origination, donc pouvoir trouver des projets où l'expertise française pourrait être pertinente pour un projet en Amérique latine, ou aussi tout simplement aider les exportateurs français à concrétiser des projets d'implantation ou d'exportation. Et puis, bien entendu, on a ce rôle en tant que banque publique et en tant qu'acteur, en tant que partie prenante de la fameuse Team France Export. On est là pour pouvoir animer et participer à toutes les initiatives qui sont toujours là pour aider au mieux les entreprises françaises à se développer à l'international. Donc, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement et quels sont les outils financiers qui sont à disposition des entreprises françaises sur zone? Disons qu'on est en capacité de vous financer ou de garantir une entreprise française pour tous les stades en fait de son développement. Donc ça va de la prospection à l'implantation, à du pur financement pour des besoins à l'international, jusqu'à également financement de vos clients à l'étranger. Donc premièrement, je vais essayer de faire une présentation assez synthétique et suivre la logique vraiment de développement d'une entreprise. Mais disons par exemple que pour ce qui concerne la prospection à l'international, on a un outil qui est extrêmement connu et qui est très utile, et surtout pour des entreprises de tout âge, puisque c'est un outil qui est à disposition des entreprises dès le premier bilan financier. C'est bien évidemment l'assurance prospection, vous connaissez peut-être, donc il n'est pas une assurance comme son nom l'indique, mais qui est plutôt donc une avance en fait qu'on va venir délivrer auprès d'une entreprise française pour pourvoir
couvrir toutes ces dépenses de prospection sur différents marchés. Donc, on peut mettre plusieurs pays à l'intérieur d'une assurance prospection. Et donc, les dépenses, justement, qui sont éligibles à ce genre d'assurance prospection, ça va de la facturation d'un billet d'avion pour se rendre dans ce pays jusqu'à la contractualisation d'un VIE ou d'un commercial export. Donc, c'est une palette extrêmement large. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour connaître vraiment, et même si vous vous rendez sur notre site, vous verrez tout le détail des dépenses qui sont éligibles. Mais donc, énormément de dépenses sont éligibles à l'assurance prospection pour pouvoir couvrir donc toutes ces dépenses de prospection sur une période au total qui peut aller jusqu'à 5 ans de prospection avant qu'on se pose ensemble et pour décider quel sera le montant qui sera remboursé. Donc c'est un montant, et c'est pour ça que c'est pas un prêt, c'est un montant qui dépend automatiquement du succès ou non de votre prospection. Donc c'est-à-dire si vous arrivez à générer des parts de marché, à contractualiser des contrats, dans ce cas-là, vous remboursez l'intégralité. Et si à l'inverse, on est sur un échec de prospection après 5 ans, dans ce cas-là, on demande un remboursement forfaitaire minimum de 30%. Mais c'est un outil extrêmement utile et très confortant en fait pour pouvoir engager vos premières démarches de prospection. Après, une fois qu'on avance un petit peu plus dans disons, la familiarisation avec un marché, on voit vers qui on doit aller, on se pose la question si on doit, oui ou non, avoir une implantation géographique ou agrandir un espace de stockage. Dans tous les cas, dès que vous commencez dans une démarche où vous avez un besoin de financement pour votre dépense à l'international. Dans ce cas-là, on a aussi des prêts extrêmement classiques, comme le prêt de croissance à l'international, donc un prêt qui démarre à 30 000 euros et qui peut aller jusqu'à 5 millions d'euros. Donc c'est un prêt généralement assez classique, avec une période de franchise de 2 ans et un remboursement qui peut être étalé jusqu'à 7 ans, avec une tarification conditionnée à la notation de Banque de France de l'entreprise. Donc assez classique, mais en tout cas, on a ce financement à disposition aussi. Et si je reste vraiment dans le volet financement, je pense que c'est le plus important et c'est là où nous, on est les plus actifs et où on a des success stories à vous partager. C'est pas le financement directement pour l'entreprise française, mais c'est le financement pour le client étranger de l'entreprise française. Donc, c'est typiquement ce qu'on appelle le crédit export. Donc, le crédit export, donc c'est un outil financier qui est pratiqué par la plupart des banques, mais la différence du crédit export délivré par BPI-France, c'est que c'est un crédit export qui démarre à 1 million d'euros. Donc, ça c'est très utile pour des petits contrats ou même lorsque vous êtes face à un petit acheteur qui n'a soit pas la trésorerie, soit préfère s'endetter pour acquérir un équipement français, une technologie française, une prestation de service de la part d'un exportateur français. Et donc voilà. Et donc pour tout potentiel contrat commercial entre un exportateur français et son acheteur mexicain, brésilien, colombien, sachez en tout cas qu'on est en mesure de financer cet acheteur, qu'il soit public ou privé. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Et on peut financer à partir de 1 million d'euros et on peut aller jusqu'à 75 millions d'euros. Donc, en l'occurrence, c'est un outil de financement qui est très utile pour l'Amérique latine parce que selon les pays, on est quand même, faut se rendre compte que les entreprises mexicaines, brésiliennes notamment, où les taux d'intérêt sont extrêmement élevés par les banques, enfin, les taux d'intérêt qui sont pratiqués par les banques commerciales locales sont extrêmement élevés, à moins d'être un grand groupe brésilien ou mexicain, et dans ce cas-là, vous avez généralement des lignes de crédit assez avantageuses, mais lorsque vous êtes une PME, une ETI, l'accès au financement est un petit peu plus compliqué. On est sur des taux d'intérêt généralement à 2 chiffres, et l'intérêt pour nous, c'est d'arriver avec une tarification de notre offre de financement qui est beaucoup plus basse, puisque subventionnée directement par l'État français, et donc ça peut venir rassurer directement vos acheteurs pour l'achat d'un équipement. Je précise bien, on est vraiment sur l'achat de biens amortissables. On ne va pas être sur l'achat, par exemple, de produits finis ou produits consommables. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelle un bien amortissable. Donc, une machine, un équipement, une technologie, un service. Et on a eu des très belles histoires donc au Mexique, au Pérou, au Brésil ou encore en Colombie. Et on travaille actuellement pour en avoir de belles success stories, encore une fois, cette année. Et donc, voilà, vous avez cette partie aussi financement pour vos acheteurs. Et encore une fois, il faut en parler. N'hésitez pas. Comme je vous ai dit, l'accès au financement n'est pas une chose facile en Amérique latine. Donc, toute offre de financement avec une tarification intéressante peut être assez alléchante pour vos interlocuteurs latinos. Et puis également d'autres outils qui peuvent servir si vous avez un projet d'implantation d'une filiale ou si vous voulez agrandir une filiale déjà existante en Amérique latine. C'est des cas de figure qu'on voit bien, comme disait Jorge par rapport au nearshoring. On a vu beaucoup d'entreprises françaises dans le secteur aéronautique, automobile venir s'installer dans le nord du Mexique pour aller abreuver le marché nord-américain. Et bien justement là aussi, on peut venir soit vous financer,
comme je disais, à travers le prêt de croissance internationale pour l'implantation d'une filiale, ou alors on peut venir vous garantir aussi, tout simplement pour l'ouverture ou l'extension de cette filiale. C'est-à-dire qu'on va venir garantir l'apport, vraiment le montant qui va être injecté dans l'ouverture ou l'extension de cette filiale. Donc soit ce sont des fonds propres, soit ça peut aussi être un crédit. Mais dans ce cas-là, nous on s'engage à venir sécuriser 50% de ce qui a été injecté sur une durée de 7 ans. C'est-à-dire que, imaginons que sur les 7 ans, au bout de 3 ans, vous soyez dans l'obligation de fermer votre filiale. Dans ce cas-là, BPI France s'engage à vous rembourser 50% du montant qui a été injecté. Alors, bien entendu, il y a une limite. On s'engage pas à rembourser sans limite, mais on est en capacité de rembourser maximum 3 millions d'injections. C'est-à-dire que sur les 3 millions, on va rembourser 50% si c'est un échec, à savoir 1,5 million d'euros. Mais en tout cas, voilà, on a toute cette palette d'outils. Nous, on est basé, comme je vous ai dit, à Mexico, mais on a l'habitude donc de bouger aussi en Amérique latine, essentiellement en Mexique et Colombie. C'est quand même nos 2 gros marchés prioritaires, avec le Brésil derrière. Mais en tout cas, voilà, on est absolument à votre disposition. On travaille toujours aussi en étroite collaboration avec nos chargés d'affaires internationaux qui sont basés dans tous les départements de France pour servir au mieux nos exportateurs français. Donc surtout, n'hésitez pas, on est à votre disposition et on sera ravis aussi d'être présent en équipe renforcée BPI France au Forum des Amériques qui se tiendra à la fin du mois. Merci beaucoup. Merci Lana. Donc une palette très complète pour pouvoir accompagner les entreprises françaises dans leurs projets d'internationalisation. On a beaucoup parlé du Mexique, de l'Amérique latine. On va essayer de se tourner maintenant vers les États-Unis et le Canada, surtout que on a une date clé, enfin en tout cas vue du Mexique. Demain, le 4 mars, c'est une date clé puisque c'est l'entrée en vigueur des droits de douane qui sont fixés à 25% pour les produits qui proviennent du Mexique et du Canada. Alors Guy, tu es en charge du Mexique et du Canada. Tu es basé aux États-Unis et Canada. les États-Unis et du Canada, pardon, et basé aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet impact de ces droits de douane sur le Mexique et sur le Canada? Vu du Mexique, on peut le voir, c'est assez dur, mais aussi peut-être, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ce changement de politique de commerce extérieur des États-Unis, quelles peuvent être les opportunités pour les entreprises françaises, entreprises européennes? Voilà, je te laisse la parole. Super, merci Agère et puis bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire et d'intervenir aux côtés des autres brillants interlocuteurs qui m'ont précédé. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de toucher à ces points-là et puis aux opportunités d'investissement qui existent aux États-Unis dans le contexte qu'on connaît actuellement. Je voudrais déjà rappeler que les US, c'est le pays numéro 1 en termes de destination des investissements FDI au niveau monde. Donc, ça reste un énorme marché. On est dans un contexte très spécifique avec un paysage commercial qui est vraiment en évolution. On a un contexte de protectionnisme accru, donc croissant, avec un renforcement de la résilience régionale. Ça fait suite à une dynamique qui a commencé un petit peu avec la réélection du président Trump, prise de fonction le 20 janvier dernier. Et puis les entreprises doivent maintenant naviguer dans un environnement plus complexe et avec des règles du jeu un petit peu différentes. Donc le premier élément à mentionner, je pense, c'est effectivement le timing est parfait là, c'est l'implémentation des droits de douane de 25% demain, donc mardi 4 mars pour les produits mexicains et canadiens, après une première suspension d'1 mois dans un premier temps. Donc normalement, ça sera implémenté, enfin en tout cas c'est prévu d'être implémenté demain. Après, il y a toujours des négociations qui peuvent intervenir d'ici là, on verra. Mais en tout cas, les États-Unis restent un marché stratégique et même avec l'implémentation de ces droits de douane pour les produits mexicains et canadiens, moi, je pense qu'il faut s'inscrire, si les US sont un marché stratégique pour votre entreprise, il faut s'inscrire dans une stratégie de diversification géographique, même au niveau régional Amérique, avec un S, pour ne pas être pénalisé par ce type de droit de douane. Nous, ce qu'on voit de notre côté, moi je suis basé à New York, donc j'interviens pour Altios au niveau des US et du Canada. On voit beaucoup d'entreprises françaises, européennes, même basées au Mexique et au Canada, qui s'interrogent et qui sont dans une démarche en fait de potentiellement avoir
un investissement industriel parfois aux États-Unis. Parce que ce qu'on va voir, c'est il y aura forcément avec l'executive order qui a été signé par Donald Trump, America First Investment Policy, c'était signé le 21 février dernier. Il y a vraiment un point fort un accent qui est mis sur l'attraction des investissements aux États-Unis. Donc, ça va être plus facile, plus rapide et plus attractif pour les entreprises venant des pays, surtout alliés. On sait que ça va être plus compliqué pour des entreprises venant de pays comme la Chine, d'investir aux États-Unis, d'avoir des incentives peut-être plus agressives, donc accès vraiment à des aides qui vont être renforcées. Il va y avoir une rapidité accrue aussi dans les process normalement. Je sais que ça va être le cas en tout cas pour la revue sur par exemple des revues environnementales pour donner accès à des go pour des projets. Il va y avoir ce first track process qui va être implémenté. Donc tout ça va créer en fait des opportunités pour les entreprises, qu'elles soient européennes ou mexicaines ou canadiennes, de venir aux États-Unis et vraiment peut-être de réfléchir de manière toujours régionale, mais avec une diversification géographique dans les stratégies d'investissement. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Il y a aussi un intérêt renouvelé quand même dans la renégociation de l'ALENA. Donc c'est vraiment en mouvement. Donc il y a des choses qui vont être sûrement implémentées au fur et à mesure. Donald Trump aussi parlait de réciprocité dans les tarifs douaniers. Donc bon, il y a des choses qui vont être mises en place. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que il va y avoir sûrement une facilité pour investir aux États-Unis, et ça c'est super intéressant pour les entreprises qui ont les US comme marché stratégique en tête. Et ça va être aussi l'opportunité de pas subir ces droits de douane supplémentaires qui pourraient être implémentés. Donc voilà, et surtout pour les entreprises en fait des pays alliés, donc européennes, il va y avoir quand même normalement une facilité, une volonté d'attirer ces investissements-là. Ça sera plus compliqué pour d'autres pays, mais en tout cas, ça devrait être plus rapide, plus intéressant et facilité en fait pour les entreprises européennes. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a aussi l'aspect local qui reste de toute façon, quelles que soient les administrations pour les US, l'aspect local, avoir un point de contact ici, avoir une structure, incorporer une entreprise ici reste quand même des éléments quasi incontournables, hein, quel qu'il en soit, pour faire du business aux États-Unis. Donc voilà, on est dans ce timing-là. Demain, implémentation des 25% de droits de douane pour les produits venant du Canada et du Mexique. On se prépare d'ailleurs au même ordre de grandeur pour les produits venant de l'Union européenne, même si c'est pas encore confirmé ni en termes de timing. Ça a été évoqué. Donc voilà, on se prépare à ça. Mais en tout cas, voilà, il y a des opportunités d'investissement sur le marché américain. Il va y avoir il y a une volonté d'attirer ces investissements-là. Il y a une volonté de faire du business, d'accélérer l'entrée sur le marché. Et puis de donner accès potentiellement à des incentives plus intéressantes. Donc voilà ce que je voulais partager concernant en tout cas les US. Merci Guy. Super. Alors, je vois que nous n'avons toujours pas il n'y a pas de questions du public. N'hésitez pas, il nous reste moins de 10 minutes pour pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, si je récapitule un petit peu sur ce qui a été mentionné, on voit une zone qui évolue autant politiquement qu'économiquement, mais qui reste quand même une zone avec de gros potentiels de business pour nos entreprises françaises. Non, une ouverture, on voit un pays comme le Mexique qui a une ouverture économique vers le monde, autant vers le nord que vers l'Europe, avec sa modernisation de l'accord de l'Union européenne et le Mexique. Et là, je pense que c'est une vraie opportunité. Un phénomène de nearshoring qu'on a vu monter depuis l'année dernière et qui, à mon avis, va se potentialiser sur les prochaines années. Et puis, on voit aussi au niveau des différents acteurs
sur la zone beaucoup d'outils et d'accompagnement possibles par les acteurs privés et les acteurs publics pour que nos entreprises françaises puissent se développer et s'implanter dans les meilleures conditions. Je crois que nous n'avons toujours pas de questions, mais peut-être ce qui pourrait être intéressant, Lana, Guy, Jorge, quel conseil vous donneriez aux entreprises françaises qui souhaitent se développer sur la zone Amérique? Quel conseil vous leur donneriez? Lana, Moi, si je puis me permettre, merci beaucoup Ager. Je pense pour revenir aussi sur les propos de Florent, que ça soit sur des marchés comme vraiment les gros marchés d'Amérique latine, mais Mexique, Colombie, Brésil, Chili, où déjà je trouve qu'on a une présence vraiment de la team France export française qui est extrêmement active et qui travaille très bien main dans la main. Donc je pense que c'est hyper important de directement, dès qu'on arrive, prendre attache avec ses interlocuteurs, que ça soit pour être accompagné pour l'implantation sur place. Là, il faut absolument se reposer sur la chambre et j'en profite quand même pour faire une passe décisive à la chambre de commerce franco-mexicaine, mais qui est vraiment extrêmement bien implantée dans le pays et en plus qui a des présences grandissantes dans les différents États. On est quand même dans un pays fédéral où c'est hyper important d'avoir une vision par État et connaître tous les interlocuteurs publics et privés. Donc ça, c'est la force quand même de la Chambre. N'hésitez pas aussi derrière à faire appel à Business France quand on est un primo-exportateur et quand on commence à peine un travail de prospection. Ils ont une capacité quand même à vous accompagner. Mais donc moi, je dirais déjà, oui, absolument avoir un peu cette approche franco-française dès qu'on arrive, mais il ne faut pas hésiter, il faut le faire parce que c'est des personnes qui sont là dès le départ et qui connaissent les codes et qui peuvent vous accompagner derrière pour rentrer en contact avec les interlocuteurs locaux. Mais en tout cas, voilà. Et puis, encore une fois, bien entendu, il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à des prestataires plus privés comme Altios, par exemple, mais qui, en plus, au Mexique aussi, ont une très grande présence, au Brésil aussi. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut surtout pas se fermer des portes et se dire on peut y arriver tout seul. C'est une démarche qui doit être extrêmement coordonnée. Faut se préparer vraiment pour attaquer ces marchés-là. Merci, Lana. Ce que je voulais oui. En plus de ce que vient de dire Lana, et c'est vrai que l'accompagnement, c'est super important. Parce qu'au final, ça fait gagner du temps et ça évite de perdre de l'argent. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est quand on parle au niveau régional, moi, je recommande vraiment de faire une étude sur c'est quoi le marché sur lequel on veut vraiment aller. Parce qu'on voit qu'il y a l'implémentation de droits de douane qui s'implémentent de part et d'autre. Donc, si les US, c'est le marché vraiment qui fait le plus de sens au niveau stratégique pour votre entreprise, bah, c'est là qu'il faut commencer. Si c'est le Mexique, bah, c'est au Mexique qu'il faut commencer. Donc, il faut vraiment être stratégique dans le déroulé, finalement, dans le séquençage de l'attaque des différents marchés. Il faut être il faut faire une priorisation vraiment fine pour anticiper en fait ces éventuels droits de douane qui vont survenir. Voilà, ça peut éviter de faire des erreurs. Et puis après, bah, comme je disais tout à l'heure, moi, je pense qu'il faut être sur une stratégie de diversification géographique en termes d'investissement pour non seulement mitiger les risques, mais aussi pour aller chercher de la croissance. Donc, vraiment, numéro 1, se faire accompagner par des experts du marché pour éviter les erreurs et gagner du temps. Et deuxièmement, bien targeter son marché cible pour éviter de commencer au mauvais endroit, tout simplement, et d'avoir des droits de douane supplémentaires. Donc voilà. Oui, tout à fait. En fait, pour rebondir sur ce que Lana et Guy disaient sur cet accompagnement local, si on discute sur l'Amérique latine, c'est vraiment important de maîtriser en fait les aspects culturels et commerciaux en fait. Donc, par exemple, sur l'Amérique latine, sur le Mexique, les négociations sont plus relationnelles et nécessitent vraiment d'un bon réseau. Donc, la patience et la confiance sont clés pour aller chercher le bon partenaire, le bon distributeur sur place. Et par rapport à un autre point à mettre en avant, c'est aussi le fait de bien choisir sa structure juridique ou son implantation en fait, parce que c'est vrai qu'en Amérique latine, les démarches administratives peuvent être un peu plus longues et complexes. Donc, il est toujours recommandé de s'appuyer sur un partenaire local, sur un distributeur, avant d'ouvrir une filiale sur place. Et par rapport à la stratégie d'entrée, il faut justement, comme le disait Guy, bien adapter sa stratégie selon la région. On a des cas de clients qui n'ont pas vraiment de présence sur l'Amérique latine et ont cette sensation que c'est potentiellement une région assez homogène
est facile d'accès, mais c'est vrai qu'il faut bien targeter le bon marché selon l'industrie, le secteur. Et c'est vrai que le Mexique s'insère dans cette logique de porte d'entrée en fait, même pour les marchés d'Amérique du Nord comme pour les marchés d'Amérique du Sud. Donc c'est toujours une bonne stratégie, sachant que c'est aussi un marché avec une base, une consumer base assez importante pour aussi faire du business sur place. Donc c'est vraiment se faire accompagner en fait sur le local dans toutes les étapes en fait d'internationalisation en fait. Merci Jorge. Et je rejoins complètement Jorge, donc les CCI françaises qui, comme je vous le disais, est un réseau mondial. Aujourd'hui, on a 15 CCI en Amérique latine, une CCI au Canada et différentes, plus d'une dizaine de CCI sur les États-Unis. Et je rejoins beaucoup Jorge. C'est un marché, si on parle spécifiquement du Mexique, c'est un marché où il faut être bien accompagné. Et là, les différents acteurs publics, privés qui sont présents localement peuvent vraiment vous aider. Et moi aussi, une recommandation, c'est venez sur les Amériques. Ou en tout cas, on ne fait pas du business avec ces pays-là à distance. Le contact est très important. Et donc, donnez-vous l'opportunité de faire le premier pas et de venir et nous, de pouvoir vous accompagner sur vos activités, sur la prospection, le développement ou l'implantation de votre activité sur nos pays. Voilà, je voulais un petit peu conclure et sur les différents participants qui nous accompagneront sur le Forum des Amériques du 26 au 28 mars. L'événement permet un espace de networking. Donc, vous avez accès via la plateforme à pouvoir visualiser un petit peu tous les différents participants et vous pouvez demander des rendez-vous avec nous puisque je pense qu'on sera autant Lana, Jorge, alors Guy, je ne sais pas, mais je pense que Guy, tu seras peut-être à Mexico également. Vous pouvez demander des rendez-vous avec nous et pouvoir discuter un petit peu plus en profondeur de vos projets sur nos régions. Je terminerai avec ce mot. Bon début de semaine à tous. Merci Lana, merci Guy, Jorge. Et puis rendez-vous sur les Amériques au mois de mars ou tout au long de cette année 2025 qui également qui va être très intéressante sur toute cette relation politique et économique. Donc, pensez à vous connecter avec la zone. Merci et bonne semaine à tous. Merci Hajer, merci à tous. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.